Nous sommes avec François Braun, vous le voyez sur cette image, il est devant le TGV qui va partir tout à l'heure de Strasbourg. Bonjour François Braun, vous êtes le président de SAMU France, c'est vous donc qui allez coordonner cette opération. Première question, est-ce que les patients ont embarqué dans ce TGV qui est derrière vous ? Alors sous la coordination, c'est le SAMU de Paris qui coordonne puisqu'il avait l'habitude de faire ce type d'exercice. Effectivement, les opérations sont en cours, les victimes arrivent les unes derrière les autres et sont chargées dans les wagons qui ont été transformés en unités de réanimation. Comment on a minimisé les risques pour que ces patients qui vont être transportés dans ces conditions aient justement le moins de risques possible? Ça n'a jamais été fait à cette échelle, François Braun. Alors, ça n'a jamais été fait à cette échelle. Ça a été fait en mai dernier dans le cadre d'un exercice que nous avions réalisé avec le SAMU de Paris, le SAMU zonal Grand Est et le SAMU de Metz. Effectivement, tout transport de patients, qu'il soit par la route, qu'il soit par hélicoptère, qu'il soit par avion, comporte des risques. Mais là, dans le TGV, nous avons un espace, nous avons la capacité d'emporter du matériel, nous avons un nombre de personnel beaucoup plus important que dans les autres types de transports, ce qui permet de prendre en charge des patients en toute sécurité. Dans un train qui roule, on peut tout faire en cas de détresse d'un malade. Il y a par exemple une stabilité suffisante sur les rails ? Oui, c'est extrêmement stable. Nous l'avions testé en mai dernier. On peut faire des gestes de réanimation extrêmement compliqués. Et comme je vous le disais, on a beaucoup plus d'espace que dans une ambulance ou un hélicoptère, ce qui permet de travailler à plusieurs si cela est nécessaire. On sait que la région Grand Est dans laquelle vous exercez est la plus touchée de France, avec l'Île-de-France maintenant. 20 malades vont être transportés dans ce train donc, qui est derrière vous. 20 malades, c'était le maximum que l'on pouvait faire. Est-ce qu'il y aura d'autres trains, par exemple, qui seront amenés à repartir de cette région ? Alors écoutez, on va déjà voir comment se passe la journée, si tout se passe bien. Et puis oui, c'est une solution qui pourrait être utilisée puisque la priorité maintenant pour la région Grand Est, c'est de libérer des lits de réanimation et de pouvoir transférer des patients qui sont dans un état de stabilité, les transférer vers des hôpitaux qui sont moins surchargés. Précisément dans des régions qui sont moins surchargées comme celle des Pays de Loire où ce train va se rendre, notamment à Nantes et à Angers. Mais au rythme où progresse l'épidémie, est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment, toutes les régions soient touchées, qu'il n'y ait en quelque sorte plus de zones où on peut envoyer les malades par ce biais ? Alors, il est sûr que dans cette stratégie, on compte sur la cinétique un petit peu de cette épidémie qui touche quand même très fortement la région Grand Est, les Hauts-de-France, la région parisienne depuis, pour la région Grand Est maintenant, plus de 2 semaines. Et on voit bien qu'il va y avoir une vague un petit peu qui va se déplacer vers les autres régions de France probablement. Mais en tout cas, les projections épidémiologiques qui nous ont été données par le ministère de la Santé montrent que les régions qui seront le plus touchées restent nos régions du Grand Quart Nord-Est et d'Île-de-France. Et on peut espérer que les autres régions garderont une certaine capacité à nous aider. Vous êtes président du SAMU au niveau national, mais vous exercez dans un hôpital de la région Grand Est, donc à Metz. Au regard du nombre d'interventions que vous pratiquez avec vos confrères, est-ce que le pic de l'épidémie est encore loin ? C'est très difficile à dire. Ce que l'on peut constater, c'est qu'on a quotidiennement plus de malades à prendre en charge que la veille. Donc pour l'instant, en tout cas, nous ne sommes pas dans une situation de plateau. Alors, il y a des malades qui sont répartis dans d'autres régions, mais aussi dans des pays limitrophes de la France, l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg, qui ont accueilli des malades français. Pourquoi ? Parce que ces pays sont moins touchés ou parce qu'ils sont mieux équipés ? Alors, ils ont des capacités, en tout cas, qui sont restées disponibles. Et nous avons pu, effectivement, depuis le Grand Est et depuis Metz, transférer des patients encore hier sur l'Allemagne et puis un patient vers le Luxembourg. Mais, par exemple, le Luxembourg commence à avoir atteint sa capacité maximale et dit actuellement ne plus pouvoir accueillir de patients. Donc, mais vous savez, oui, pardon, continuez, oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Dans un service de réanimation, quand on peut ne serait-ce que libérer 3, 4, 5 lits,
c'est déjà très bien parce que ça permet de reprendre en charge des patients qui arrivent. Donc c'est vraiment une continuité qui doit se mettre en place. Alors, on le répète depuis plusieurs jours, les hôpitaux manquent cruellement de certains matériels, notamment les respirateurs. Est-ce que le SAMU, hein, les services d'urgence qui sont aujourd'hui sollicités comme jamais, ont le même type de problème? Êtes-vous, vous aussi, en quelque sorte, en panne de certains outils qu'il vous faudrait dans cette guerre? Non, alors au niveau du SAMU, nous avons des respirateurs qui sont des respirateurs moins performants, bien entendu, que les respirateurs de réanimation. Nous avons pour certains des respirateurs performants, mais nous les avons mis à la disposition des services de réanimation pour retravailler avec des appareils un petit peu moins performants, mais qui permettent tout à fait le transport de patients qui sont stables. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des critères, entre guillemets, de sélection des patients qui peuvent être transférés, quel que soit le mode de transfert. Le SAMU dispose de 6 000 médecins, je crois, de plus de 20 000 autres soignants. Comment vous êtes organisé depuis le début de l'épidémie? Les autres interventions urgentes continuent. Il n'y a pas moins de crises cardiaques, j'imagine. Comment le SAMU arrive-t-il à faire face à cet afflux? Alors, bien sûr, hein, le SAMU, c'est pour toutes les urgences, hein, ce n'est pas uniquement pour le coronavirus, et nous continuons à assurer notre activité, je dirais, habituelle. Bon, il faut quand même noter qu'il y a beaucoup moins d'accidents de la circulation, voire plus du tout, c'est qu'il y a quand même une partie d'activité en moins. Et bien sûr, les restes des patients, qu'ils fassent un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou toute autre pathologie grave, continuent à être pris en charge. Nous avons un petit peu partout renforcé nos équipes, bien entendu, pour être capables d'assurer, en plus de nos missions habituelles, les très nombreux transferts que l'on nous demande actuellement. Est-ce que vous disposez de renforts, François Braun? On a vu par exemple dans certains départements, dans l'Indre par exemple, que certains médecins retraités reprenaient du service, venaient vous prêter main forte. Est-ce que c'est une initiative que vous encouragez? Est-ce que vous aussi, comme par exemple dans l'assistance publique en région parisienne, vous demandez de l'aide, notamment aux médecins retraités? Alors, au niveau de la région Grand Est, ça a été fait dès le début, mais on n'a même pas eu besoin de demander. Les gens se sont proposés spontanément. Ces médecins retraités, ces collègues généralistes, ces collègues hospitaliers, nous les faisons intervenir essentiellement au niveau de la régulation médicale, c'est-à-dire au niveau du téléphone, pour tout ce qui concerne les appels du Covid-19, ce qui nous permet de libérer des urgentistes pour justement ces interventions sur le terrain et ces interventions de transfert de patients. Alors précisément, est-ce que vous considérez, François Braun, que la majorité des gens a compris à quel moment il faut appeler le 15? Est-ce que vous constatez ces derniers jours un nombre d'appels qui ne justifie pas votre intervention ou au contraire des appels trop tardifs? Quel conseil il faut donner aux patients qui présentent déjà des symptômes du coronavirus? Alors, il est vrai que nous avons eu une très forte augmentation des appels au SAMU il y a maintenant une dizaine de jours, une quinzaine de jours. On a multiplié par 4 le nombre d'appels. Après l'annonce du confinement et les annonces qui ont été faites en disant bien d'appeler d'abord son médecin traitant, et c'est ça qui est important si on a des symptômes mineurs de cette maladie, appeler d'abord son médecin traitant, mais bien sûr, lorsque l'on commence à avoir une gêne respiratoire, il faut appeler le 15 et les appels que nous avons maintenant, qui sont à peu près 2 fois le nombre de nos appels habituels, sont des appels de personnes malades qui pour la plupart doivent être hospitalisées. Alors, comment justement vous les évaluez? Parce qu'on lit notamment sur les réseaux sociaux des témoignages de personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, mais pas suffisamment, leur dit le médecin régulateur qui est à l'autre bout du fil, pour justifier un transfert à l'hôpital. Est-ce que vous avez un rôle essentiel finalement pour ne pas encombrer les hôpitaux? Comment vous évaluez cette gravité en fait? Alors tout à fait, c'est le rôle habituel de la régulation médicale au niveau du SAMU, qui est de privilégier ou en tout cas de n'envoyer à l'hôpital que les patients qui vraiment en ont besoin. Pour ça, bien sûr, c'est le métier du médecin régulateur, mais c'est également un travail en parfaite collaboration avec nos collègues généralistes qui sont eux aussi en première ligne sur le terrain et avec lesquels nous pouvons organiser de la téléconsultation, de la consultation, de la visite à domicile lorsque nous avons un doute sur l'état clinique d'un patient. Mais est-ce que vous avez en quelque sorte l'instruction, peut-être même implicite, de ne pas encombrer les hôpitaux et de faire justement en amont une première sélection, pardon pour ce mot? Non, absolument pas. Ça,
le tri, entre guillemets, le mot n'est pas très, très opportun, mais le tri fait par la régulation médicale et notre métier, c'est ce que nous faisons tous les jours et il n'y a bien sûr aucune consigne. Les hôpitaux se sont organisés pour la plupart avec des circuits de prise en charge spécifiques pour les patients Covid. Lorsque nous avons un doute, le principe est que le doute bénéficie toujours au patient et ce patient est dirigé vers l'hôpital, quitte à ressortir de l'hôpital très rapidement. Alors on le Mais sait, il n'y a bien sûr aucun tri. les soignants paient un lourd tribut à l'épidémie. Il y a au moins 5 médecins qui sont décédés, alors que là, on voit une ambulance juste derrière vous qui est en train peut-être de faire embarquer un malade. Cela se passe en direct en ce moment sur la gare de Strasbourg. Je disais, les soignants paient un lourd tribut à cette épidémie. Au moins 5 médecins sont décédés. Comment vous vous protégez, vous, spécifiquement au SAMU, alors que vous êtes finalement au premier contact avec des malades potentiellement contagieux? Les tenues sont les mêmes tenues que pour nos collègues qui travaillent en réanimation. C'est une protection avec une surblouse, des gants, un masque, des lunettes et puis quelque chose qui couvre la tête, avec des masques chirurgicaux lorsque nous prenons simplement en charge des patients, mais bien sûr des masques plus performants lorsque nous sommes amenés à intervenir, à faire des gestes de réanimation. Si je peux me permettre, docteur François Braun, est-ce que vous pouvez juste vous écarter de quelques centimètres sur votre droite, puisque l'on voit juste derrière vous, en fait, un des patients qui va embarquer, peut-être si vous vous retournez, vous le verrez vous aussi, à bord de ce train médicalisé. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène? Écoutez, les patients sont amenés par une équipe médicalisée à bord d'une ambulance de réanimation et ensuite on les prend en charge avec leur brancard pour les mettre en place au niveau des emplacements qui ont été prédéfinis, qui ont été prééquipés à l'intérieur des voitures du TGV. Combien de soignants doivent s'occuper, sont mobilisés pour un seul malade, si j'ose dire? Alors, il y a 4 malades par voiture et il y a 6 soignants par voiture. Donc, ça fait un ratio beaucoup plus important que ce qui est le cas habituellement. On le répète, 20 malades vont embarquer à bord de ce train, donc qui est derrière vous. On le voit en ce moment même, juste à votre droite sur l'écran, un patient atteint du coronavirus qui va entrer dans ce train. On sait combien de temps va prendre cette opération ce matin avant que le train, ce TGV spécial, puisse démarrer de la gare de Strasbourg? Comme vous le voyez, l'opération est en cours. On verra à la fin. Voilà, nous avions prévu une marge de temps suffisante, mais on pourra faire le bilan en fin de journée. Pour l'instant, c'est vraiment l'opération qui se déroule. On a expliqué, on parlait il y a quelques instants du fait que certains malades venus de France étaient, si j'ose dire, transportés en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. Comment expliquer que l'Allemagne a un taux aujourd'hui de mortalité qui est inférieur à celui de la France par rapport au nombre de cas de coronavirus détectés? Je n'ai pas d'explication pour l'instant par rapport à ce chiffre. Il faudra voir le nombre absolu, il faut voir les pourcentages. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à évaluer et que malheureusement, nous ne pourrons évaluer qu'à la fin de cette vague d'épidémie. Dernière question, François Braun. Emmanuel Macron a annoncé hier le déploiement d'une opération militaire qu'il a appelée l'opération Résilience pour aider les populations, mais aussi les services publics et donc les services de santé dont vous faites partie. Est-ce que c'est un apport qui peut vous être utile dans ces circonstances? Est-ce que déjà, d'ailleurs, vous travaillez avec les militaires aujourd'hui? Oui, nous travaillons en très étroite collaboration avec les militaires et avec les hôpitaux militaires en particulier. À Metz, l'hôpital d'instruction des armées Le Gouest travaille en totale coopération avec l'hôpital public et les établissements privés d'ailleurs. Il y a une unité des soignants face à ce combat contre cette maladie. Et bien entendu, tout apport peut être intéressant. Je pense en particulier aux moyens de transport héliporté de l'armée qui peuvent là aussi nous aider pour le transfert des patients, même si nous avons déjà à disposition les hélicoptères du SAMU, bien sûr, mais également les hélicoptères de la protection civile qui sont extrêmement investis à nos côtés. Donc c'est une aide qui sera bienvenue.
que vous attendez en tout Bien cas. sûr. Toute aide est actuellement bienvenue pour tenir le front. Merci beaucoup François Braun, alors que derrière vous, l'embarquement d'un des patients vient de se terminer. On voit l'ambulance qui referme ses portes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous allez maintenant retourner à votre tâche, c'est-à-dire la participation à cette opération exceptionnelle. Je vous rends l'antenne, Samuel, et je vous dis encore une fois merci.